Tashmore, dans le Vermont. Andy et Charlie McGee arrivèrent à la petite maison de Tashmore Pond 2 jours après l'incendie de la ferme Manders. La Willis ne s'était pas montrée au mieux de sa forme, et les routes boueuses des sous-bois où Irv les avait envoyés n'avaient rien arrangé. Quand tomba la nuit de cette interminable journée qui avait commencé à Hastings Glen, il se trouvait à moins de 20 mètres de la seconde, la pire, des 2 routes en sous-bois. Au-dessous d'eux, cachée par d'épais taillis, la Nationale 22. Il ne pouvait pas la voir, mais percevait le vrombissement des voitures ou le bruit ferraillant des camions. Ils passèrent la nuit dans la Willis, blottis l'un contre l'autre pour trouver un peu de chaleur. Le matin suivant, la veille, ils avaient pris la route dès 5 heures, alors que l'aube pointait à peine à l'est. Charlie, le teint blafard, semblait amorphe, épuisé. Elle ne lui avait pas demandé ce qui se passerait si les barrages routiers avaient été déplacés vers l'est. C'était aussi bien ainsi, car dans ce cas, on les prendrait, et point final. Mais pas question non plus d'abandonner la Willis dans un fossé, car Charlie n'était pas en état de marcher. Andy était donc sorti de l'autoroute, et ils avaient passé toute cette journée d'octobre à cahoter sur des routes secondaires sous un ciel blanc qui annonçait la pluie sans vraiment tenir ses promesses. Charlie dormit longtemps. Andy se faisait du souci pour elle, du souci parce qu'elle gaspillait tout ce sommeil de façon malsaine, en fuyant ce qui était arrivé au lieu de composer avec les événements. 2 fois il s'arrêta pour acheter à dîner au bord de la route, des hamburgers et des frites. La 2e fois, il paya avec le billet de 5 $ que le conducteur du van, Jim Paulson, lui avait donné. Il avait dépensé presque toute la monnaie du téléphone. Peut-être des pièces étaient-elles tombées de ses poches au cours de cette folle équipée chez les Manders, mais il ne s'en souvenait pas. De même avaient disparu au cours de la nuit ces zones mortes sur son visage. Ça, il ne le regrettait pas. Charlie ne toucha pratiquement pas à sa part de nourriture. La veille au soir, il s'était arrêté sur une aire de repos déserte de l'autoroute, 1 heure environ après la tombée de la nuit. On était en automne et la saison des vagabonds était terminée jusqu'à l'année prochaine. Un écriteau rustique en bois, marqué au feu, annonçait « Interdiction de camper et de faire du feu. Tout dépôt d'ordures sera pénalisé d'une amende de 500 $. » Ils sont vachement sympas dans le coin, marmonna Andy en descendant la Willis au bas du petit escarpement en contrebas du parking de gravier, au milieu des taillis bordant un mince cours d'eau murmurant. Sans un mot, Charlie et lui descendirent et se dirigèrent vers l'eau. Le ciel demeurait couvert, mais il faisait doux. Aucune étoile dans cette nuit extraordinairement noire. Ils s'assirent un moment et écoutèrent le babillement du ruisseau. Il prit la main de Charlie, et c'est à cet instant qu'elle se mit à pleurer, à gros sanglots qui semblaient lui déchirer la poitrine. Il la prit dans ses bras et la berça. « Charlie, murmura-t-il, « Charlie, arrête, Charlie, ne pleure pas. »« Je t'en prie, papa, ne me demande plus de refaire ça, sanglota-t-elle. Parce que si tu me le demandais, je le referais, et je crois que j'en mourrais. Alors, je t'en prie, plus jamais. »« Je t'adore, répondit-il. Calme-toi et cesse de parler de mourir, c'est stupide. »« Non, dit-elle, c'est pas stupide, c'est vrai, papa. » Il demeura un long moment, songeur, puis dit doucement. « Je ne sais pas si je pourrais, Charlie, mais je te promets d'essayer. Ça te va comme ça ?» Son silence peiné était en soi une réponse. « Moi aussi j'ai peur, reprit-il d'une voix douce. Les papas ont peur, eux aussi, je t'assure. » Ils passèrent cette nuit-là encore dans la cabine de la Willis et retournèrent sur la route à 6 heures du matin. Les nuages, dissipés, avaient laissé place à une journée typique de l'été indien. Peu après leur passage dans l'état du Vermont, ils virent des hommes sur des échelles dressées comme des mâts contre les pommiers des vergers et des camionnettes remplies de pleins paniers de fruits. À 11h30, ils quittèrent la 34 pour prendre une route étroite, pleine d'ornières poussiéreuses, avec une plaque annonçant propriété privée, et Andy en ressentit un soulagement. Ils étaient arrivés chez grand-père McGee, enfin arrivés. Ils descendirent doucement vers l'étang, environ 2 kilomètres plus bas. Les feuilles d'octobre, rouges et or, tourbillonnaient sur la route devant le capot carré de la Jeep. Juste au moment où ils commençaient à apercevoir les reflets de l'eau, la route se divisa en 2. La lourde chaîne d'acier barrait l'accès de la partie la plus étroite. À la chaîne, une pancarte jaune attaquée par la rouille annonçait « Route interdite par ordre du shérif ». Les taches rousses s'étaient formées pour la plupart autour de 6 ou 8 impacts dans le métal, et Andy pensa qu'un gosse en vacances avait dû secouer son ennui pendant quelques instants en vidant sa 22 sur le panneau. Mais il y avait des années de cela. Il descendit de la Willis et sortit son trousseau de clés de sa poche.
Ses initiales, A. Mac G, sur le porte-clés de cuir, étaient presque effacées. C'était un cadeau de Vicky pour Noël, le Noël précédant la naissance de Charlie. Il demeura un instant devant la chaîne, regardant le porte-clés de cuir, puis les clés. Il y en avait 2 douzaines. C'est drôle, les clés. On peut deviner la vie des gens, rien qu'en regardant celles qui s'amoncellent à leur porte-clés. Il pensa que certains, simplement mieux organisés que lui, se contentaient tout bonnement de balancer celles qui ne leur servaient plus, tout comme ils vidaient leur portefeuille tous les 6 mois. Ce qu'Andy ne faisait pas, ni avec les clés, ni avec son portefeuille. Ça, c'était la clé de la porte est du Prince Hall, là-bas à Harrison où naguère se trouvait son bureau. Et puis la clé du bureau lui-même, celle du département d'anglais. Et la clé de la maison de Harrison, qu'il n'avait plus revue depuis le jour où la boîte avait tué sa femme et enlevé sa fille. 2 ou 3 autres qu'il ne parvint pas à identifier. C'est quand même drôle, les clés. Sa vue se brouilla. Soudain, Vicky lui manqua, et il lui revint un besoin d'elle qu'il n'avait pas ressenti depuis ses premières semaines noires passées sur la route avec Charlie. Il se sentait si las, si plein de colère, et il avait si peur. À cet instant, s'il avait pu voir alignés devant lui, là, tous les gens de la boîte, et si on lui avait tendu une mitraillette Thompson. « Papa » demanda la voix de Charlie, angoissée. « Tu ne trouves pas la clé ?»« Si, je l'ai, dit-il. » Au milieu du paquet, c'était une petite hiale où il y avait gravé TP au couteau. TP pour Tashmore Pond. Il n'y était pas revenu depuis l'année où Charlie était né, et maintenant, il lui fallait tortiller un peu la clé pour que les gorges du cadenas consentent à jouer. Le cadenas s'ouvrit, il laissa tomber la chaîne sur le tapis de feuilles d'automne. Il fit entrer la Willis, puis referma la chaîne. Andy fut heureux de constater le mauvais état de la route. Lorsqu'ils venaient régulièrement, l'été, ils y restaient 3 ou 4 semaines, et ils trouvaient toujours un jour ou 2 pour travailler à la route. Aller chercher un chargement de gravier à la carrière de Sandmoor, avec lequel ils comblaient les trous les plus importants, couper les buissons les plus massifs, et faire venir Sam avec sa vieille herse pour égaliser. Quant à l'autre branche de la bifurcation, plus large, elle menait à quelques 2 douzaines de chalets et de maisonnettes qui s'étiraient le long de l'eau. Les intéressés se réunissaient chaque année, au mois d'août, pour l'entretien de la route et tout le bazar. Encore que la réunion ne fût en fait qu'une excuse pour se beurrer avant que la fête du travail ne vienne mettre un terme à l'été, mais le coin de grand-père était le seul sur cette portion de route-là, car grand-père lui-même avait acheté tout le lot pour une bouchée de pain pendant la dépression dans les années 30. Dans le temps, il possédait une voiture familiale, une fourgonnette Ford. Il était sceptique quant à la possibilité pour la fourgonnette d'arriver aujourd'hui jusque-là, et même la Willis, avec ses essieux surélevés, tâtonna une fois ou 2. Andy s'en moquait. Cela signifiait que personne n'était venu par ici. « Y aura de l'électricité, papa » demanda Charlie. Non, répondit-il. Et pas de téléphone non plus. Faudra pas mettre le courant, mignonne. Ce serait comme si on affichait « On est là ». Mais il y a des lampes à pétrole et 2 bidons pleins. Du moins, si on ne les a pas volés. Cela l'inquiétait un peu. Depuis leur dernière visite, le prix du pétrole avait grimpé suffisamment pour que le vol vaille le coup, pensa-t-il. « Et est-ce qu'il y aura... » commença Charlie. « Bon Dieu de merde !» dit Andy, et il pila sur les freins. Un arbre barrait la route devant eux, un vieux bouleau énorme abattu par quelque orage d'hiver. « Je crois qu'on va continuer à pied. Il n'y a guère plus d'1,5 kilomètre de toute façon. Nous allons marcher. Il lui faudrait revenir plus tard, avec la scie de grand-père, pour couper l'arbre. Il ne voulait pas laisser la Willis Dirve dans ce coin, elle était trop visible. « Allez, viens, dit-il, en lui ébouriffant les cheveux. Ils sortirent de la Willis, et sans aucun mal, Charlie se glissa par-dessous le bouleau, tandis qu'Andy, avec précaution, l'escaladait, tâchant de ne pas se blesser. Les feuilles craquaient agréablement sous leurs pas, et les bois sentaient bon l'automne. Un écureuil, du haut de son arbre, suivait attentivement leur progression, et de nouveau, ils commencèrent à apercevoir du bleu à travers les branchages. « Qu'est-ce que tu allais dire, là-bas, quand on est arrivé à l'arbre » lui demanda Andy. « Si on avait assez de pétrole pour longtemps, au cas où nous resterions tout l'hiver. »« Oh non, mais ça suffira pour commencer. Et je vais couper beaucoup de bois. Il va falloir que tu en charries pas mal, toi aussi. » 10 minutes plus tard, la route s'élargit en débouchant sur le bord de l'étang de Tashmore. Ils étaient arrivés. Ils se tinrent là, un instant, silencieux. Andy ignorait les sentiments de Charlie, mais quant à lui, une foule de souvenirs surgissait, avec trop de plénitude pour qu'il pût les qualifier de nostalgiques. Se mêlant à ces souvenirs, surgit le rêve qu'il avait fait 3 jours plus tôt. Le bateau, l'asticot se tortillant dans la nuit, et même les rustines taillées dans des pneus sur les bottes de grand-père.
C'était une maison de 5 pièces, en bois, sur des fondations de pierre. Une véranda surplombait le lac et une jetée de pierre avançait dans l'eau. À l'exception des amoncellements de feuilles poussés par le vent de 3 hivers, le coin n'avait pas changé le moins du monde. Il s'attendait presque à voir grand-père lui-même s'avancer nonchalamment dans une de ses chemises à carreaux rouges et noirs, lui faisant de grands signes et lui braillant de monter, lui demandant s'il avait pris son permis de pêche, car la truite brune mordait toujours à la tombée du jour. Un bon coin, un coin sûr. Au loin, de l'autre côté du Tashmore Pond, les pins brasillaient, gris-vert sous le soleil. « Ils sont dingues, ces arbres, » avait dit grand-père une fois. « Savent même pas faire la différence entre l'été et l'hiver. » Le seul indice de civilisation demeurait l'appontage de Bradford Town. Nul n'y avait installé de centre commercial ou de parc d'attractions. Le vent y parlait toujours aux arbres. Les galets verts avaient toujours l'air d'être recouverts de mousse, et les aiguilles de pin s'accumulaient toujours, sous l'effet du vent, dans les angles des toits et les gouttières de bois. Gamin, il avait vécu ici, et grand-père lui avait enseigné l'art d'appâter à l'hameçon. Il avait eu sa chambre, dans ce coin, lambrissé de belle et bonne érable. Il avait rêvé ses rêves d'enfant, dans un lit étroit, où il se réveillait au son de l'eau léchant la jetée. Adulte également, il était venu, faisant l'amour à sa femme dans le grand lit, qui jadis avait appartenu à grand-père et à son épouse. Cette petite bonne femme silencieuse et quelque peu sinistre, membre de la confrérie des athées américains, qui pouvait vous expliquer à la demande les 30 illogismes les plus importants de la Bible du roi Jacques, ou, si vous le préfériez, la grotesque erreur de la théorie de l'harmonie universelle, le tout avec l'irrévocable et sourde logique d'un prédicateur confirmé. « Maman te manque, pas vrai ?» demanda Charlie d'une voix lointaine. « Oui, répondit-il, beaucoup. »« Oh, moi aussi, dit Charlie. Vous vous êtes bien amusé ici, hein ? » ?»« Oh oui, on s'est bien amusé. Allez, viens, Charlie. » Elle demeura immobile et, le regardant, demanda « Papa, tout va bien se passer pour nous maintenant, comme avant. Je pourrais aller à l'école et tout. » Il songea à mentir, mais un mensonge aurait constitué une pauvre réponse. « Je ne sais pas, dit-il. » Il essaya un sourire, mais n'y parvint pas. Il s'aperçut qu'il ne pouvait même pas grimacer de façon convaincante. « Non, je ne sais pas, Charlie. » Les outils de grand-père étaient toujours accrochés en ordre parfait dans la remise à bateau, et Andy y découvrit un butin qu'il avait espéré, mais sur lequel il s'était dit qu'il ne valait mieux pas trop compter. Environ 2 stères de bois, bien coupés et séchés en temps utile sous la remise. Il en avait fendu lui-même la plus grande partie, et le bois se trouvait toujours là, sous la toile sale qu'il avait jetée dessus. Il ne ferait pas l'hiver avec 2 stères, mais en attendant qu'il ramasse les branches tombées et le bouleau sur la route, il serait paré. Il porta la scie jusqu'à l'arbre et en coupa assez pour permettre le passage de la Willis. Il faisait presque nuit, il était fatigué et avait faim. Nul ne s'était soucié non plus de piller un garde-manger bien garni. Si on avait noté des actes de vandalisme et des vols de scooters des neiges au cours des 6 hivers écoulés, cela s'était limité à l'extrémité sud du lac, plus habité. 5 étagères de soupe Campbell en boîte, de sardines Wiman, de ragoût de bœuf d'Intimur et toutes sortes de légumes en conserve. Il restait également par terre une demi-boîte de Rival pour chien, héritage de Bimbo, le bon vieux chien de grand-père, mais Andy pensa qu'il n'en arriverait pas là. Tandis que Charlie regardait les livres sur les rayons de la grande salle de séjour, Andy descendit dans le petit cellier, situé 3 marches au-dessous du garde-manger. Il gratta une allumette, glissa le doigt dans le trou laissé par un nœud dans une planche et tira. Il jeta un œil à l'intérieur et sourit. Dans la cavité, tapissée de toiles d'araignée, se trouvaient 4 cruchons emplis d'un liquide légèrement huileux. 100% dynamite. Grand-père l'avait baptisé la ruade de mule de grand-papa. L'allumette brûla les doigts d'Andy, qui en gratta une seconde. Tout comme les austères prédicateurs de la Nouvelle-Angleterre, à l'époque héroïque, dont elle descendait directement, Hulda McGee ne témoignait d'aucune complaisance, compréhension ou tolérance à l'égard des simples et stupides plaisirs masculins. Athée, mais puritaine, ça avait été le premier secret de grand-père, partagé avec Andy l'année précédant la mort du vieux. Outre l'alcool, il y avait une cagnotte pour le poker. Andy la sortit et tâta la fente à son sommet. Un bruissement se fit entendre. Andy en sortit une mince liasse de billets, quelques coupures de 10, quelques-unes de 5 et d'autres de $1. Peut-être $80 en tout. Taper le carton avait été le péché mignon de grand-père, et c'était là ce qu'il appelait son argent de poche. La seconde allumette lui brûlant les doigts, Andy l'éteignit. Dans le noir, il remit en place la cagnotte, l'argent et le reste. C'était bon de les savoir là. Il reposa la planche et passa dans le garde-manger.
Ça te dit de la soupe à la tomate demanda-t-il à Charlie. Merveille des merveilles, elle avait découvert tous les contes de Winnie l'ourson sur les rayons et se trouvait perdue à cet instant quelque part dans la forêt enchantée. Oui, bien sûr, répondit-elle sans lever la tête. Il en fit une pleine casserole et ouvrit une boîte de sardines pour chacun. Il alluma une des lampes à pétrole, après avoir soigneusement tiré les rideaux, et la posa au milieu de la table. Ils s'assirent et mangèrent sans trop causer, après quoi il fuma une cigarette, allumée au-dessus du verre de lampe. Charlie découvrit le tiroir où grand-mère Welch rangeait les cartes à jouer. 8 ou 9 paquets où manquaient des cartes, et elle passa le reste de la soirée à les trier et à jouer avec, tandis qu'Andy rôdait autour du chalet. Un peu plus tard, en la mettant au lit, il lui demanda comment elle se sentait. « En sécurité, répondit-elle sans hésitation. « Bonne nuit, papa. » Si cela convenait à Charlie, c'était parfait pour lui. Il demeura quelques instants près d'elle, mais elle s'endormit rapidement et sans difficulté, et il la laissa après avoir calé la porte ouverte pour pouvoir entendre si sa fille s'agitait au cours de la nuit. Avant de rentrer, Andy retourna dans le cellier, prit un des cruchons d'alcool dynamite, s'en versa une rasade dans un grand verre et sortit par la porte coulissante donnant sur la véranda. Il s'assit dans l'un des fauteuils de toile. Ça sentait un peu le moisi. Il se demanda un instant s'il pourrait y remédier, et contempla le lac sombre et mouvant. Il faisait un peu frisquet, mais 2 ou 3 gorgées du coup de pied de mule de grand-papa dissipèrent gentiment la fraîcheur de la nuit. Pour la première fois depuis la terrible poursuite sur la 3e avenue, lui aussi se sentit en sécurité et dispos. Il fumait et regardait l'autre rive du Tashmore Pond. En sécurité et dispo, mais pas pour la première fois depuis New York. Pour la première fois depuis que la boîte avait à nouveau fait irruption dans leur vie en cette terrible journée d'août, 14 mois auparavant. Depuis lors, ils avaient fui ou s'étaient cachés, et dans les 2 cas, sans pouvoir se reposer. Il se souvint de sa conversation téléphonique avec Kinsey et de l'odeur de la moquette qui brûlait. Lui dans l'Ohio et Kinsey là-bas, en Californie, dans cette Californie qu'il qualifiait toujours, dans ses rares lettres, de royaume magique du tremblement de terre. « Oui, c'est une bonne chose, avait dit Kinsey. Sinon, on les mettrait dans 2 petites pièces où ils pourraient travailler à plein temps pour assurer la sécurité et la liberté de 220 millions d'Américains. Ils pourraient bien vouloir prendre cet enfant pour le mettre dans une petite pièce, juste pour vérifier s'il peut aider à sauvegarder le monde et à faire triompher la démocratie. Et je crois que c'est tout ce que j'ai envie de dire, mon vieux, mis à part... Reste planqué. » Il songea qu'il avait eu peur, alors. Il n'avait pas connu la vraie peur avant, la vraie trouille, celle de rentrer chez soi et de trouver sa femme morte, les ongles arrachés. Il les lui avait arrachés pour savoir où se trouvait Charlie. Charlie passait 2 jours et 2 nuits chez son ami Terry Dugan. Ils avaient projeté de rendre l'appareil à Terry, 1 mois plus tard environ, pour 2 jours également. Vicky avait appelé ça le grand échange de 1980. Maintenant, assis à fumer sous la véranda, Andy parvenait à reconstituer ce qui s'était passé, bien qu'à ce moment-là, il n'eût vécu que dans un brouillard de douleur, de terreur et de rage. Seule la plus aveugle des chances, peut-être un peu plus que la simple chance, lui avait permis de s'en tirer. On les avait placés sous surveillance, toute la famille, sans doute depuis un certain temps, et lorsque Charlie n'était pas rentré de son camp d'été ce mercredi après-midi, et n'avait pas refait surface non plus le jeudi matin, ni le jeudi soir, ils avaient dû en conclure que Vicky et Andy avaient éventé leur surveillance. Au lieu de se rendre compte que Charlie se trouvait tout bonnement chez une amie, à 3 kilomètres à peine de là, ils avaient imaginé que le couple avait emmené la gosse et l'avait cachée. Erreur grossière, stupide, mais pas la première de la part de la boîte. À en croire un article qu'Andy avait lu dans le Rolling Stone, la boîte s'était trouvée impliquée dans un bain de sang à la suite d'un détournement d'avion par des terroristes de l'Armée rouge. Le détournement avait échoué et le coût était de 60 vies. La boîte avait vécu de l'héroïne de l'organisation du crime, en échange de renseignements sur des groupes quasiment inoffensifs d'américano-cubains à Miami. De même, retrouvait-on la boîte dans la prise de pouvoir des communistes sur une île des Caraïbes, naguère célèbre pour ses hôtels balnéaires bâtis à coups de millions de dollars et pour les pratiques vaudou de sa population. Après une telle série de gaffes colossales, il devenait plus aisé de comprendre comment les agents commis à la surveillance de la famille McGee avaient pu confondre l'escapade de 2 jours d'une gamine chez une amie avec une fuite pour de bon. Comme aurait dit Kinsey, peut-être l'avait-il dit d'ailleurs, si les plus efficaces des quelques 1000 agents de la boîte devaient travailler dans le privé, ils se retrouveraient à pointer au chômage avant la fin de leur stage d'essai. Mais les 2 parties avaient commis des bourdes, songea Andy. Et l'amertume de cette pensée s'était faite légèrement vague et diffuse avec le temps, après une acuité vivace, une amertume aiguë aux pointes acérées empreinte du curare de la culpabilité.
Ce que Kinsey lui avait laissé entendre au téléphone, le jour où Charlie avait trébuché et était tombé dans les escaliers, l'avait terrorisé, mais pas assez, apparemment. S'il avait eu suffisamment la trouille, peut-être se serait-il effectivement caché. Il avait découvert trop tard que l'esprit humain peut se retrouver sous hypnose lorsqu'une vie ou celle d'une famille vient à se dérouter du cours normal des événements et à plonger dans un monde de fiction auquel on ne vous demande de croire que 60 minutes à la télé ou peut-être 110 minutes au cinéma du coin. À la suite de sa conversation avec Kinsey, il s'était progressivement senti envahi par un curieux sentiment. On aurait dit qu'il tenait une cuite permanente. Son téléphone sur table d'écoute? Des gens qui les surveillaient? Éventuellement, on pourrait les enlever et les jeter dans les sous-sols de quelque organisme mystérieux. Il aurait plutôt eu tendance à sourire d'un sourire niais et à se contenter de regarder se concrétiser de telles sornettes, à agir en homme civilisé et à faire fi de ses instincts. Soudain, une rafale sombre agita Tashmore Pond et des canards sauvages s'envolèrent dans la nuit vers l'ouest. Une demi-lune se leva, nimbant leurs ailes d'argent. Andy alluma une nouvelle cigarette. Il fumait trop, mais il ne tarderait pas à avoir l'occasion de s'arrêter, il ne lui en restait que 4 ou 5. Oui, il s'était douté que son téléphone se trouvait sur écoute. On entendait parfois un bizarre double clic lorsqu'on décrochait et qu'on disait « Allô ». Une ou deux fois, tandis qu'il parlait avec un étudiant qui l'appelait pour une dissertation ou avec un de ses collègues, la conversation avait été mystérieusement coupée. Il avait soupçonné une éventuelle présence de micros dans la maison, mais jamais il n'avait passé les lieux au peigne fin pour les rechercher. Mais encore, les aurait-il trouvés? Et à plusieurs reprises, il s'était douté, non, là il en était presque sûr, qu'on les surveillait. Ils habitaient le quartier Lakeland à Harrison, qui représentait le sublime archétype de la banlieue. Un soir où l'on avait un coup dans l'aile, on pouvait facilement tourner pendant des heures autour de 6 ou 8 pâtés de maison sans trouver la sienne. Ses voisins travaillaient chez IBM, en dehors de la ville, ou enseignaient à l'université. On aurait pu tracer 2 lignes droites parallèles pour situer les revenus moyens des familles. La ligne inférieure à 18 500 $ et la ligne supérieure à quelques 30 000 $, et quasiment tout un chacun à Lakeland se serait retrouvé entre ces 2 lignes. Il fallait connaître les gens. Dans la rue, on adressait un signe de tête à Madame Bacon, qui avait perdu son mari et qu'on volait depuis lors avec la vodka, et ça se voyait, sa lune de miel jouait des tours à son visage et à sa silhouette. On saluait les doigts en V, les 2 filles à la Jacques Blanche, locataires de la maison qui faisait le coin de Jasmine Street et de Lakeland Avenue, et on se posait la question de savoir ce que donnerait une nuit passée avec les 2 à la fois. On parlait baseball avec M. Hammond, qui habitait Laurel Lane et taillait inlassablement sa haie. M. Hammond travaillait chez IBM, ce qui signifie incessante bordélique mutation, vous répétait-il constamment, tandis que ronronnait son sécateur électrique. Et il était un ardent supporter de l'équipe d'Atlanta. Il affichait un certain mépris pour l'équipe de Cincinnati, les Rouges, ce qui ne le mettait pas forcément au mieux avec ses voisins. Hammond s'en foutait éperdument, il attendait tout bonnement une nouvelle mutation chez IBM. Mais là n'était pas la question. Pas plus M. Hammond que les 2 blondes appétissantes à la Jacques Blanche avec ses cercles de phare rouge. La question, c'est qu'au bout d'un certain temps, votre esprit se fabriquait son petit sous-ensemble inconscient, les gens de Lakeland. Mais au cours des mois ayant précédé la mort de Vicky et l'enlèvement de Charlie chez les Dugan, il traînait dans le coin des gens qui n'appartenaient pas à ce sous-ensemble. Andy ne s'en était guère préoccupé, se disant qu'il serait stupide d'inquiéter Vicky simplement parce que le fait de parler avec Kinsey l'avait fait virer à la paranoïa. Les types dans la fourgonnette gris clair, le rouquin affalé derrière le volant d'une AMC Matador un soir, puis derrière le volant d'une Plymouth Arrow un autre soir, environ 10 jours plus tard. Trop de représentants qui passaient. Certains soirs, en rentrant chez lui après un jour d'absence ou au retour d'une séance de cinéma où ils avaient emmené Charlie voir un Disney, il avait eu le sentiment que la maison avait été visitée, qu'on en avait quelque peu déplacé les objets. Et ce sentiment d'être surveillé, mais jamais il n'avait pensé que cela irait plus loin qu'une surveillance. C'était là son erreur stupide. Il n'était toujours pas absolument convaincu qu'il s'était agi de leur part d'un mouvement de panique. Ils auraient parfaitement pu concevoir de les enlever, Charlie et lui, et de tuer Vicky, qui ne présentait guère d'utilité. Qu'avait-on à faire vraiment d'un médium au petit pied dont le coup d'éclat consistait à fermer la porte du frigo depuis l'autre bout de la pièce? Quoi qu'il en fût, le boulot était empreint de cet amateurisme et de cette hâte qui lui faisait songer que la disparition surprise de Charlie les avait fait agir plus vite qu'ils n'en avaient l'intention. Peut-être aurait-il attendu si lui, Andy, avait disparu, mais ce n'était pas le cas. C'était Charlie qui avait disparu, et c'était elle qui les intéressait. Désormais, Andy en était sûr. Il se leva et s'étira, écoutant craquer sa colonne vertébrale.
Il était temps d'aller au lit, de cesser de ressasser ses vieux souvenirs pénibles. Il n'allait pas passer le reste de sa vie à se reprocher la mort de Vicky. Après tout, il n'avait été que complice par instigation. Quant au reste de sa vie, peut-être ne serait-il pas bien long. Sur la véranda d'Irv Manders, peu leur avait importé Andy McGee. Seul Charlie les intéressait maintenant. Il alla se coucher et s'endormit bientôt. Il eut des rêves agités. Sans relâche, il revit cette tranchée de feu courant dans la poussière devant le porche. Il la vit se séparer pour former un cercle enchanté autour du billot, et il revit les poulets cavaler comme des engins incendiaires vivants. Dans son rêve, il sentit la capsule de chaleur qui croissait sans cesse autour de lui. Elle avait dit qu'elle ne provoquerait plus jamais de feu. C'était peut-être mieux ainsi. Dehors, la froide lune d'octobre descendit sur Tashmore Pond, sur Bradford, dans l'état du New Hampshire, et traversa l'eau sur le reste de la Nouvelle-Angleterre. Vers le sud, elle brilla au-dessus de Longmont, en Virginie. Parfois, Andy McGee ressentait des choses, des intuitions d'une extraordinaire acuité, et ceci depuis l'expérience au bâtiment Jason Garnight. Il ignorait si ces pressentiments constituaient une sorte de précognition, mais il avait appris à y croire quand cela lui arrivait. Sur le coup de midi, en ce jour d'août 1980, il avait eu un sinistre pressentiment. Cela avait commencé dans la salle Boucaille, dans le salon de la faculté au dernier étage du bâtiment du centre des étudiants. Il pouvait même en déterminer le moment exact. Il venait de manger du poulet à la crème et du riz avec Eve O'Brien, Will Wallace et Don Grabowski, tous de la fac d'anglais, tous de bons amis. Et comme d'habitude, quelqu'un avait sorti une histoire polonaise à l'intention de Don. Une blague d'Ève sur la différence entre une échelle polonaise et une échelle ordinaire. L'échelle polonaise étant la seule à porter la mention stop au dernier échelon. Ils riaient tous quand une petite voix calme se fit entendre dans l'esprit d'Andy. Quelque chose ne tourne pas rond à la maison. C'était tout, mais ce fut suffisant. Cela commença presque comme ses migraines lorsqu'il poussait trop et allait au-delà de ses limites. Sauf qu'il ne s'agissait pas d'une migraine. Toutes ses émotions semblaient s'enchevêtrer presque paresseusement, comme des fils avec lesquels un chat courant le long de son système nerveux aurait joué. Il ne se sentait pas bien. Le poulet à la crème perdit tout attrait, son estomac se barbouilla et son cœur se mit à battre rapidement, comme s'il venait juste d'éprouver une sacrée frousse. Puis, brutalement, les doigts de sa main droite commencèrent à l'élancer, comme s'ils se les étaient coincés dans une porte. Il se leva soudain, sueur froide au front. « Écoutez, je ne me sens pas très bien, dit-il. Tu peux t'occuper de mon cours de 13 heures, Bill ? Hein, les aspirants poètes ? Oui, certainement, pas de problème. Mais qu'est-ce qui tourne par rond ? Oh, je sais pas. Quelque chose que j'ai mangé, peut-être. Ouais, t'es tout pâle, dit Don Grabowski. Tu devrais passer par l'infirmerie, Andy. Ouais, c'est sans doute ce que je vais faire, avait répondu Andy. Il partit, mais sans la moindre intention de passer à l'infirmerie. Il était 12h15. Le campus somnolait en cette dernière semaine de l'ultime saison d'été. Il salua de la main Eve, Bill et Don et se hâta de les quitter. Depuis lors, il ne les avait pas revus. Il s'arrêta au rez-de-chaussée de la maison des étudiants, décrocha un téléphone et appela chez lui. Pas de réponse. Et pas de raison particulière pour que ça réponde. Avec Charlie chez les Dugan, Vicky aurait fort bien pu aller faire des courses, se rendre chez le coiffeur, chez Tanny Upmore ou même déjeuner avec Eileen Bacon. Quoi qu'il en soit, ses nerfs se nouèrent encore davantage, tendus maintenant comme des cordes de violon. Il quitta la maison des étudiants et, mi-marchant, mi-courant, se dirigea vers son break, garé sur le parking de Prince Hall. Il traversa la ville jusqu'à Lakeland, conduisant mal, de façon heurtée. Il grilla des feux, fit des queues de poisson et faillit renverser un hippie sur son Olympia à 10 vitesses. Le hippie lui fit un geste obscène. Andy le remarqua à peine. Maintenant, son cœur battait à tout rompre. Ils habitaient allée des Conifères. À Lakeland, comme dans tant d'autres banlieues qui avaient poussé au cours des années 50, il semblait qu'on eût baptisé la plupart des rues de noms d'arbres ou d'arbustes. Dans la chaleur de midi, en ce mois d'août, la sienne paraissait curieusement déserte. Cela ne fit qu'ajouter à son sentiment qu'il ne se passait rien de bon. La rue paraissait plus large, avec si peu de voitures garées le long des trottoirs. Même les quelques gosses qui jouaient, çà et là, ne parvenaient pas à dissiper cette étrange sensation d'abandon. La plupart étaient en train de déjeuner ou se trouvaient sur le terrain de jeu. Mrs. Flynn de Laurel Lane passa, son sac d'épicerie dans un caddie, sa bedaine ronde et serrée comme un ballon de foot sous son pantalon couleur avocat. Tout le long de la rue, des arroseurs de pelouse tournaient paresseusement, balançant de l'eau sur le gazon et dessinant des arcs-en-ciel. Andy racla le trottoir avec les roues de sa voiture et enfonça le frein avec une telle force que sa ceinture de sécurité se bloqua un instant et que le capot plongea vers le macadam.
Il coupa le moteur, laissant une vitesse enclenchée, ce qu'il ne faisait jamais, et remonta l'allée au ciment fissuré qu'il avait l'intention d'arranger sans jamais trouver le temps de s'y mettre. Ses talons claquèrent, sans réelle signification. Il remarqua que les stores vénitiens de la grande fenêtre de la salle de séjour, une fenêtre murale comme l'avait baptisé l'agent immobilier qui leur avait vendu la maison, étaient tirés, donnant à la maison un aspect fermé, secret, qui ne lui plut guère. Tirait-elle les stores d'habitude? Pour éviter autant que possible qu'entre la chaleur de l'été, peut-être? Il l'ignorait. Il découvrit qu'il ignorait bien des choses de la vie de Vicky en son absence. Il saisit la poignée, mais elle ne tourna pas, glissant seulement sous ses doigts. Est-ce qu'elle fermait la porte quand il était absent? Il ne le pensait pas. Cela ne ressemblait pas à Vicky. Son inquiétude, non, de la panique maintenant, augmenta. Et cependant, il y eut un instant, un seul petit instant, qu'il refusa de s'avouer plus tard, où il ne ressentit qu'un besoin urgent de se détourner de cette porte close, de s'en éloigner. Peu importait Vicky ou Charlie ou les fragiles justifications qui viendraient plus tard. S'enfuir en courant, un point c'est tout. Mais il fouilla dans sa poche à la recherche de ses clés. Dans sa nervosité, il les fit tomber et dut se baisser pour les ramasser. Des clés de voiture, la clé de l'aile est de Prince Hall, la clé noirâtre destinée à ouvrir la chaîne qu'il plaçait à l'entrée de la route de chez grand-père à la fin de chacun de ses séjours d'été. C'était drôle cette façon dont les clés s'accumulaient. Il trouva sa clé de la maison au milieu du trousseau et ouvrit la porte. Il entra et referma derrière lui. Dans la salle de séjour, une lumière sourde d'un jaune maladif, chaud, immobile. Dieu que c'était immobile. « Vicky ?» Pas de réponse. Ce qui signifiait seulement qu'elle n'était pas là. Elle avait mis ses chaussures de boogie, comme elle se plaisait à les appeler, et était partie faire des courses ou voir des amis. Sauf qu'elle ne faisait jamais cela, il en était sûr. Et sa main droite, pourquoi cet élancement dans ses doigts? « Vicky !» Il se rendit dans la cuisine. Il y avait là une petite table de formica avec 3 chaises. D'ordinaire, Vicky, Charlie et lui prenaient leur petit déjeuner dans la cuisine. L'une des chaises gisait sur le côté, comme un chien crevé. La salière était retournée et le sel répandu sur toute la table. Sans penser à ce qu'il faisait, Andy en prit une pincée entre le pouce et l'index, qu'il jeta par-dessus son épaule, murmurant dans sa barbe comme son père et son grand-père l'avaient fait avant lui. « Sel, sel, conjure le mauvais sort !» De la soupe sur le fourneau, froide. La boîte de soupe vide sur le comptoir. Un déjeuner pour une personne, mais où était-elle? « Vicky !» hurla-t-il dans les escaliers. Sombre, comme la buanderie et la salle de jeu qui s'étendait sur toute la longueur de la maison. Pas de réponse. Du regard, il fit de nouveau le tour de la cuisine, net et en ordre. 2 des dessins de Charlie, réalisés pendant les vacances au patronage en juillet, étaient affichés sur le réfrigérateur, fixés par de petites légumes de plastique contenant des aimants. Une facture d'électricité et une facture de téléphone enfilées sur un pique-note portaient la mention « à payer ». Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Sauf la chaise renversée et sauf le sel répandu. Il n'avait plus de salive dans la bouche, plus du tout. Sa bouche était aussi sèche et lisse que des chromes un jour d'été. Andy monta les escaliers, regarda dans la chambre de Charlie, dans leur chambre, dans la chambre d'Amy. Rien. Il revint à la cuisine, alluma la lumière de l'escalier et descendit. La machine à laver bâillait, ouverte. Le séchoir le fixait de son œil de verre. Entre les deux, sur le mur, un petit écriteau que Vicky avait acheté quelque part et qui disait « Chérie, nous sommes tous lessivés ». Il se rendit dans la salle de jeu et tâtonna à la recherche de l'interrupteur, les doigts effleurant le mur, avec la certitude stupide que d'un instant à l'autre, des doigts glacés et inconnus se poseraient sur les siens pour les guider vers l'interrupteur. Enfin, il trouva la platine et les tubes fluorescents du plafond s'allumèrent. Une pièce agréable où il avait passé pas mal de temps, arrangeant des trucs en souriant, car, en fin de compte, ils étaient devenus tout ce qu'ils s'étaient juré étudiants qu'ils ne deviendraient pas. Ils avaient passé tous les 3 pas mal de temps ici. Une télé encastrée dans le mur, une table de ping-pong, un énorme jeu de jaquettes. D'autres jeux de société appuyés au mur, de grands livres rangés le long d'une table basse que Vicky avait fabriquée avec des planches de grange. Un mur tapissé de livres de poche, et sur les autres murs, encadrés et enchevêtrés, des carrés de laine tricotés par Vicky. Elle plaisantait sur le fait qu'elle était très forte pour tricoter des carrés, mais n'avait tout bonnement pas le courage d'en faire une couverture. Des livres de Charlie sur une étagère d'enfant, tous rangés selon l'ordre alphabétique qu'Andy lui avait enseigné un soir d'ennui où il neigeait. Il y avait de cela 2 hivers, et ça la fascinait toujours. Une pièce agréable, mais une pièce vide. Il tenta de se sentir soulagé. La prémonition, l'intuition, appelez ça comme vous voudrez, s'était trompée. Vicky n'était pas là, voilà tout.
Il éteignit la lumière et retourna dans la buanderie. Il ferma sans y penser la machine à laver à chargement frontal qu'ils avaient achetée d'occasion pour 70 $. Il le fit sans y penser, un peu comme il avait jeté la pincée de sel par-dessus son épaule. Mais il y avait du sang sur le hublot. Pas beaucoup, 3 ou 4 gouttes, mais du sang. Andy resta là, à le regarder. Il faisait plus frais en bas, trop frais. On se serait cru dans une morgue. Il regarda le sol. Du sang, encore sur le sol, même pas sec. Un petit bruit, une sorte de murmure doux, grinçant, se forma dans sa gorge. Il commença à faire le tour de la buanderie, une pièce en alcôve en fait, au mur de plâtre blanc. Il ouvrit le panier à linge, vide, à part une chaussette. Il regarda dans le débarras sous l'évier, rien que des produits d'entretien et des lessives. Il regarda sous les escaliers, que des toiles d'araignée et la jambe en plastique d'une vieille poupée de Charlie, un membre arraché attendant impatiemment, et Dieu sait combien de temps qu'on le découvre. Il ouvrit la porte entre la machine à laver et le séchoir, et la planche à repasser s'abattit avec un bruit métallique et un autre bruit sourd. Et dessous, les jambes liées, les genoux sous le menton, les yeux ouverts, vitreux, morts, apparut Vicky, Tomlinson, McGee, un chiffon à poussière enfoncé dans la bouche. L'air était imprégné d'une odeur forte et écœurante d'encaustique. Il émit un bruit étouffé et tituba, reculant. Ses mains battirent l'air comme pour chasser cette horrible vision, et l'une d'elles, heurtant le panneau de contrôle du séchoir, mit l'engin en marche. À l'intérieur, des vêtements commencèrent à culbuter les uns sur les autres avec un bruit sec. Andy hurla, puis il se mit à courir. Il grimpa les escaliers en courant, trébucha en passant le coin de la cuisine, tomba et heurta le linoléum de son front. Il s'assit, haletant. Tout revint, repassant au ralenti comme dans un match de foot américain où l'on voit le quarterback se faire virer, ou encore une bonne prise de balle sur une passe. Ses rêves en furent hantés pendant les jours qui suivirent. La porte qui s'ouvrait brutalement, la planche à repasser tombant à l'horizontale avec un bruit métallique, lui rappelant le couperet d'une guillotine, sa femme fourrée dans le petit espace au-dessous, avec dans la bouche un chiffon dont elle se servait pour les meubles. Tout revint en un irrévocable rappel, et il sut qu'il allait de nouveau se mettre à hurler. Aussi plaqua-t-il son avant-bras sur sa bouche, le mordant, et le son qu'il émit fut une sorte de hurlement étouffé. Il hurla 2 fois, et quelque chose sortit de lui, et il recouvra son calme, le faux calme du choc, mais qui lui serait utile. La peur amorphe, la terreur aveugle tombèrent. Plus d'élancement dans la main droite. Et il se mit à penser, avec le calme qui l'avait envahi, aussi froid que le choc. Une seule pensée, Charlie. Il se leva, se dirigea vers le téléphone, puis retourna vers les escaliers. Il demeura un instant en haut des marches, se mordant les lèvres, s'armant de courage, puis redescendit. Le séchoir continuait de tourner inlassablement. Il n'y avait à l'intérieur qu'un jean à lui, et c'était le gros bouton de cuivre à la taille qui faisait ce bruit de ferraille, tandis que le pantalon tournoyait et retombait encore. Andy arrêta le séchoir et regarda à l'intérieur du placard de la planche à repasser. « Vicky » dit-il doucement. Elle le fixait de ses yeux morts. Sa femme. Il s'était promené avec elle, main dans la main, avait pénétré son corps dans l'obscurité. Il se surprit à se souvenir de la fois où elle avait trop bu à une soirée à la fac et où il lui avait tenu la tête tandis qu'elle vomissait. Et le souvenir devint celui du jour où il avait lavé le break et était entré un instant dans le garage pour prendre de l'encaustique. Elle avait ramassé le tuyau d'eau et, courant après lui avait enfoncé le tuyau dans le pantalon. Il se souvint de son mariage et de l'avoir embrassé devant tout le monde, savourant ce baiser, sa bouche mûre et douce. « Vicky !» dit-il de nouveau, émettant un long soupir tremblant. Il la tira vers lui et arracha le chiffon de sa bouche. Sa tête roula sur ses épaules. Il vit que le sang coulait de sa main droite, d'où l'on avait arraché quelques ongles. Un petit filet de sang perlait aussi à l'une de ses narines, mais rien d'autre. Un seul coup violent avait suffi à lui rompre le cou. « Vicky !» murmura-t-il. « Charlie !» murmura son esprit en retour. Dans son esprit maintenant calme, il comprit que c'était Charlie qui importait désormais, la seule chose qui importa. Les récriminations seraient pour plus tard. Il retourna dans la salle de jeu, sans se soucier d'allumer cette fois. De l'autre côté de la pièce, près de la table de ping-pong, se trouvait un sofa drapé d'une housse de toile, avec laquelle il couvrit Vicky. C'était pire encore, d'une certaine manière, cette forme immobile sous la housse du sofa. Il en demeura presque hypnotisé. Allait-elle jamais rebouger? Cela était-il possible? Il découvrit son visage et lui baisa les lèvres, des lèvres froides. Ils lui ont arraché les ongles, se dit son esprit stupéfait. Seigneur Jésus, ils lui ont arraché les ongles. Et il comprit pourquoi. Il voulait savoir où était Charlie.
Ils avaient en quelque sorte perdu sa trace lorsqu'elle s'était rendue chez Terry Dugan au lieu de rentrer à la maison. Ils avaient été pris de panique et la phase de surveillance était terminée. Vicky était morte, délibérément assassinée ou parce qu'un agent de la boîte avait fait du zèle. Il s'agenouilla près d'elle et pensa que, peut-être, poussée par la peur, elle avait réussi quelque chose de plus spectaculaire que de fermer la porte du frigo à distance. Possible. Peut-être avait-elle balancé l'un d'entre eux ou l'avait fait trébucher. Dommage qu'elle n'ait pu les projeter contre le mur à 80 à l'heure, pensa-t-il. Peut-être en savait-il tout juste assez pour que cela les rende nerveux. Peut-être leur avait-on bien précisé. La femme peut être extrêmement dangereuse. Si elle tente quelque chose, n'importe quoi, qui mette l'opération en danger, débarrassez-vous d'elle et vite. Ou peut-être, tout simplement, n'aimait-il pas laisser de témoins? Après tout, il y avait à la clé bien plus que leur part des dollars des contribuables. Mais le sang. Il devait penser au sang qui n'était même pas sec quand il l'avait découvert, à peine poisseux. Il n'y avait pas longtemps qu'ils étaient partis. Plus insistant, son esprit répéta « Charlie !» Il embrassa sa femme à nouveau et dit « Je reviens, Vicky !» Mais il n'avait pas revu Vicky non plus. Il monta près du téléphone et chercha le numéro des Dugan dans le carnet de Vicky. Il composa le numéro. C'est Joan Dugan qui répondit. « Bonjour Joan, dit-il, et le choc l'aidait maintenant. Il parla d'une voix calme, sa voix de tous les jours. « Vous pouvez me passer Charlie une seconde ?»« Charlie ?» La voix de madame Dugan avait l'air incrédule. « Mais elle est partie avec vos deux amis, c'est professeur. Est-ce que... il ne fallait pas ?» Quelque chose en lui monta en flèche, puis replongea. Son cœur, peut-être. Mais ça ne servirait à rien de semer la panique dans l'esprit de cette brave femme qu'il n'avait rencontrée que 4 ou 5 fois. Ça ne lui serait d'aucune aide, ni à lui ni à Charlie. « Oh, bon sang, dit-il, j'espérais qu'elle était encore chez vous. Quand sont-ils partis ?» La voix de madame Dugan se fit plus faible. « Terry, quand Charlie est-elle partie ?» Une voix d'enfant souffla quelque chose, il ne put dire quoi, il avait les mains moites. « Elle dit qu'il y a environ un quart d'heure. » Elle s'excusait presque. J'étais à ma lessive et je n'avais pas de montre. L'un d'eux est venu me parler. Mais j'ai bien fait, n'est-ce pas, monsieur Maggie? Il avait l'air très bien. Il fut pris d'une folle impulsion de réponse avec un rire amer. La lessive, hein? Ouais, ma femme aussi. Et je l'ai trouvée fourrée sous la planche à repasser. Mais vous avez eu du pot, vous, aujourd'hui, Joanne? Mais il dit non, non, c'est parfait. Est-ce qu'il venait directement ici? J'aimerais savoir. Question répercutée à Terry, qui répondit n'en rien savoir. Merveilleux, songea Andy. La vie de ma fille est entre les mains d'une autre gamine de 6 ans. Il s'accrocha à un fétu de paille. « Il faut que je descende au magasin du coin, dit-il à madame Dugan. Voulez-vous demander à Terry s'ils avaient la voiture ou la fourgonnette, pour le cas où je les verrais ?» Cette fois, il entendit Terry répondre. « La fourgonnette. Ils sont partis dans une fourgonnette grise, comme celle du père de David Paciocco. »« Merci, dit-il. »« De rien, répondit madame Dugan. De nouveau, l'envie le saisit de hurler cette fois. « Ma femme est morte, et pourquoi étiez-vous à votre lessive alors que ma fille montait dans une fourgonnette grise avec 2 inconnus ?» Au lieu de hurler cela ou autre chose, il raccrocha et sortit. La chaleur lui tomba sur la tête et il en tituba légèrement. Faisait-il si chaud que cela quand il était arrivé? On aurait dit que la température avait monté d'un coup. Le facteur était venu, une publicité dépassait de la boîte aux lettres alors qu'elle ne s'y trouvait pas avant. Le facteur était passé alors qu'il se trouvait en bas, la tête de sa femme dans ses bras. Sa pauvre Vicky, morte, il lui avait arraché les ongles, et c'était drôle, plus drôle que la façon dont les clés s'étaient accumulées, vraiment, de voir comment la mort vous tombait dessus, de n'importe quel côté, sous des angles différents. On essaye de passer à droite, à gauche, on essaye de se protéger d'un côté, et en fait ça arrive de l'autre. La mort est un joueur de foot, pensa-t-il, un grand. La mort, c'est Franco Harris, ou Sam Cunningham, ou Minjo Green, et elle vous balance sur le cul, là, juste sur la ligne des 22. Magne-toi, pensa-t-il. 15 minutes d'avance, c'est pas beaucoup. La piste n'est pas froide. Sauf si Terry Dugan confond 15 minutes et 1 heure ou 2. Peu importe, de toute façon, allons-y. Il y alla. Il retourna à la voiture, garée moitié sur le trottoir, moitié sur la route. Il ouvrit la porte côté chauffeur et jeta un coup d'œil sur sa pimpante maison de banlieue, dont le prêt était à moitié remboursé. La banque vous laissait la faculté de différer 2 versements par an en cas de besoin. Andy n'en avait jamais eu besoin. Il regarda la maison, sommeillant au soleil, et à nouveau ses yeux tombèrent sur la publicité des passants de la boîte aux lettres, et vlan, la mort le frappa encore, en buant ses yeux, lui faisant serrer les dents. Il roula jusqu'à la rue où habitait Terry Dugan, sans vraiment croire, en toute logique, qu'il pourrait retrouver leur piste. Ce n'était qu'un espoir aveugle.
Depuis lors, il n'avait pas revu sa maison de l'allée des conifères à Lackland. Il conduisait mieux maintenant qu'il avait appris le pire, beaucoup mieux. Il alluma la radio. Bob Seger chantait toujours pareil. Il traversa Lakeland aussi vite qu'il l'osa. Un instant, il eut un trou de mémoire quant au nom de la rue, puis ça lui revint. Les Duncan habitaient Blassmore Place. Vicky et lui en avaient ri. Blassmore Place et des maisons conçues par Bill Blass. Il commença à sourire, à se souvenir, et vlan, la mort de Vicky le frappa à nouveau, le secoua. Il y fut en 10 minutes. Blassmore Place était un cul-de-sac. Une fourgonnette grise ne pouvait qu'en sortir que par l'extrémité opposée, à la palissade de l'école John Glenn. Andy se gara à l'intersection de Blassmore Place et de Ridge Street. Une maison vert et blanc faisait l'angle. Un arroseur de pelouse tourbillonnait. Sur le devant, 2 gamins, un garçon et une fille d'une dizaine d'années, faisaient de la planche à roulettes. La fillette, en short, avait les genoux couronnés en plusieurs endroits. Il sortit de la voiture et se dirigea vers eux. Ils le détaillèrent des pieds à la tête. Salut, dit-il. Je cherche ma fille. Elle est passée par là il y a une demi-heure environ, dans une fourgonnette grise. Elle était avec des amis à moi. Avez-vous vu une fourgonnette grise ? Le garçon haussa les épaules vaguement. Et la fillette dit : Vous vous faites du souci pour elle, monsieur ? As-tu vu la fourgonnette, petite ? Demanda Andy aimablement, tout en lui donnant une petite poussée. En faire trop n'aurait rien donné. Elle aurait vu la camionnette se diriger où il voulait, y compris au ciel. Oui, j'ai vu la fourgonnette, répondit-elle. Elle monta sur la planche et glissa jusqu'à la bouche d'incendie au coin, puis sauta de la planche. Elle est montée par là. Du doigt, elle montrait le coin au-dessus de Blassmore Place. 2 ou 3 rues plus haut, c'était Carlisle Avenue, l'une des voies les plus importantes de Harrison. Andy avait bien pensé qu'il passerait par là, mais il était content d'en être sûr. Merci, dit-il, en regagnant sa voiture. Vous vous faites du souci pour elle ? Répéta la fillette. Oui, un peu, répondit Andy. Il fit demi-tour et remonta 3 pâtés de maison à partir de Blassmore Place jusqu'à l'intersection de Carlisle Avenue. C'était désespéré, absolument désespéré. Un accès de panique le saisit, un coup de chaleur, mais qui allait faire tache d'huile. Il le chassa et se concentra sur le fait qu'il devait coller le plus possible à leur piste. S'il lui fallait utiliser la poussée, il le ferait. Il pouvait donner plusieurs petites impulsions sans se rendre malade. Il remercia Dieu de n'avoir pas utilisé ce talent, ou cette malédiction, si l'on veut considérer la chose sous cet angle, pendant tout l'été. Ses batteries se trouvaient chargées à bloc, quelle que soit leur utilité. Carlisle Avenue était une artère à 4 voies, réglée par des feux. À sa droite, une station de lavage de voitures et à gauche un petit restaurant. De l'autre côté de la rue, une station-service Exxon et la boutique de Mike, le photographe. S'ils avaient tourné à gauche, ils s'étaient dirigés vers le centre-ville. À droite, ils étaient allés vers l'aéroport et la Nationale 80. Andy entra dans la station de lavage de voitures. Un jeune type avec une incroyable tignasse rousse tombant par-dessus le col de sa combinaison vert sombre sortit en se trémoussant. Il mangeait un esquimau. « Y a pas mèche, mon vieux, dit-il avant qu'Andy ait même ouvert la bouche. La fixation du rinçage a pété il y a 1 heure et c'est fermé. Mais c'est pas un lavage que je veux, dit Andy. Je cherche une fourgonnette grise qui est passée au croisement il y a environ une demi-heure. Ma fille est dedans et je me fais du souci pour elle. Vous croyez qu'on aurait pu l'enlever ? Dit-il en continuant à sucer son esquimau. Non, pas du tout, mais avez-vous vu cette fourgonnette ? Une fourgonnette grise, hein ? Et mon pote, vous avez une idée du nombre de voitures qui passent par là en 1 heure ? Ou en une demi-heure même ? Ça circule ferme dans Carlisle Street, mon vieux. Du pouce, Andy montra derrière lui par-dessus son épaule. Elle sortait de Blassmore Place, et ça ne roule pas tellement par là. Il était tout prêt à en rajouter, mais cela se révéla inutile. Les yeux du jeune type s'illuminèrent soudain. Il brisa son esquimau en 2 comme un bréchet de poulet et avala toute la glace violette de l'un des bâtonnets d'un seul coup. « Ah ouais, ok, Dac. Oui, je l'ai vu. Je vais vous dire pourquoi je l'ai remarqué. Elle a coupé par notre aire de stationnement pour passer avant le feu. Moi, je m'en tape, mais ça emmerde le patron quand ils font ça. Aujourd'hui, il s'en fout. Avec le rinçage en panne, il a autre chose sur quoi s'exciter. » Donc la fourgonnette a pris la direction de l'aéroport, dit Andy. Le type acquiesça, balança l'un des bâtonnets de l'esquimau par-dessus son épaule et s'attaqua à la glace qui restait. « J'espère que vous retrouverez votre fille, mon pote. Si vous voulez mon avis, feriez bien d'appeler les flics, au cas où vous feriez vraiment du mouron. »« Je crois pas que ça servirait à grand-chose, répondit Andy, étant donné les circonstances. » Il retourna à son break, traversa lui aussi le parking et vira dans Carlisle Avenue. Maintenant, il se dirigeait vers l'ouest. Partout dans le coin, on tombait sur des postes d'essence, des stations de lavage, des restaurants fast-food, des marchands de voitures d'occasion.
Un cinéma en plein air annonçait 2 films, Les broyeurs de cadavres et Les sanglants marchands de mort. Il jeta un coup d'œil au chapiteau et entendit le cliquetis de la planche à repasser tombant comme un couperet de guillotine. Il en eut l'estomac retourné. Il passa sous un panneau indicateur annonçant la sortie sur la nationale 80 à 2 km de là, si toutefois on avait l'intention de l'emprunter. Au-delà, sur un autre panneau, se voyait la silhouette d'un avion. Parfait, au moins était-il arrivé jusque-là, et maintenant? Soudain, il s'engagea dans le parking d'une pizzeria. Inutile de s'arrêter et de demander. Comme l'avait fait observer le type de la station de lavage, ça roulait beaucoup sur Carlisle. Il aurait pu pousser les gens jusqu'à ce que leur cervelle sorte par les oreilles sans autre utilité que de s'embrouiller. De toute façon, c'était soit l'autoroute, soit l'aéroport. Il en était sûr. Jamais il n'avait essayé de provoquer une de ces prémonitions. Il se contentait de les accepter comme des cadeaux lorsqu'elles se manifestaient, et habituellement il les utilisait. Il s'enfonça davantage dans le siège du chauffeur de son break, effleurant légèrement ses tempes du bout des doigts, et il tenta de faire surgir quelque chose. Le moteur tournait lentement, la radio toujours en marche. Les Rolling Stones. Danse, petite sœur, danse. Charlie, pensa-t-il. Elle s'était rendue chez Terry avec ses vêtements fourrés dans le sac à dos qu'elle traînait pratiquement partout, ce qui avait probablement contribué à les tromper. La dernière fois qu'il l'avait vue, elle portait un jean et un pull couleur saumon, et ses cheveux en natte, comme presque toujours. Un nonchalant « Au revoir, papa », un baiser, et « Seigneur Jésus, Charlie, où es-tu maintenant ?» Rien. Peu importe, reste assis là encore un peu, écoute les Stones. La pizza de Chaquet, croûte mince ou croustillante au choix. Tu donnes tes sous et tu choisis, comme disait grand-père McGee. Et les Stones qui exhortaient la petite sœur à danser, danser. Et Kinsey disant qu'il la bouclerait probablement dans une pièce pour la sécurité et la liberté de 220 millions d'Américains. Ça n'avait pas été du gâteau entre Vicky et lui sur le plan sexuel au début. Il en avait une trouille bleue. « Appelle-moi le glaçon », avait-elle dit en pleurant, après ce malheureux gâchis, la première fois. « Pas question de sexe, s'il vous plaît, nous sommes britanniques, mais en quelque sorte, l'expérience du Losis l'avait aidé. La seule chose qu'ils eussent partagée ressemblait, dans son genre, à un accouplement. Mais pas facile quand même. Doucement, gentiment, avec des pleurs, Vicky qui commençait à réagir, puis, se raidissant, elle avait crié « Non, tu vas me faire mal, non, Andy, arrête !» Mais néanmoins, c'était l'expérience du Losis, cette expérience banale qui lui avait permis de poursuivre ses essais, tel un casseur de coffre-fort qui sait qu'il y a toujours un moyen. Et un soir, c'était venu, ils avaient réussi. Plus tard, il y eut une nuit où ce fut toute la nuit, et puis, soudain, une nuit où ce fut triomphal. Danse, petite sœur, danse. Il était avec elle pour la naissance de Charlie, une délivrance rapide, facile, vite fait, bien fait. Rien ne se produisait. La piste refroidissait et il n'obtenait rien. Aéroport ou autoroute? Les Doobie Brothers remplacèrent les Stones. Il se demandait où l'on serait maintenant sans l'amour. Andy n'en savait rien. Le soleil cognait. On venait de repeindre les lignes du parking du Shaker, bien blanches et nettes sur l'asphalte noir. Le parking était aux 3/4 plein. C'était l'heure du déjeuner. Charlie avait-elle déjeuné? Allait-il lui donner à manger? Peut-être. Ils vont peut-être s'arrêter pour une pause casse-croûte, tu vois, à l'un de ces hot jaws le long de l'autoroute. Après tout, ils ne peuvent pas faire que rouler, rouler, rouler. Où est-ce qu'ils roulent? Ils peuvent pas rouler jusqu'en Virginie sans s'arrêter, hein. Je veux dire qu'il faut bien qu'une petite fille s'arrête pour faire pipi de temps en temps. Il se redressa, empli d'un sentiment de gratitude immense, mais gourd. C'était venu. Comme ça, tout simplement. Pas l'aéroport, sur lequel il aurait misé en premier lieu, si seulement on lui avait offert de miser. Pas l'aéroport, mais l'autoroute. Il n'était pas absolument sûr qu'on pût totalement faire confiance aux pressentiments, mais assez sûr, et c'était toujours mieux que rien.